Bien, on commence ou on attend un peu. Ce matin, vous étiez nombreux ou il y avait certains étudiants qui n'étaient pas venus à cause des problèmes de transport? Bien. Donc on va commencer. La dernière fois, j'étais en train de vous expliquer l'importance des éléments exogènes au système global qui est l'entreprise internationalisée. Et on avait commencé par développer certains acteurs ou certains objets. Quand je dis un acteur, c'est par exemple un fournisseur, c'est un acteur économique. Mais quand je dis c'est un objet, c'est par exemple ici, j'ai le progrès de technologie de l'information et de communication. Donc c'est pour ça que vous m'entendez dire objet ou acteur. Alors que par exemple ici, donc on voit les fournisseurs indépendants. C'est un acteur économique. C'est pour ça que vous avez dans le système exogène, dans l'environnement exogène du système, vous avez aussi bien des objets et des acteurs économiques ou des acteurs gouvernementaux. Par exemple, tout ce qui relève de la législation, ça va être aussi un des acteurs. Alors, ça doit être quelque part. Voilà, l'environnement légal et fiscal. D'accord ? Donc ici, ce n'est pas un acteur économique, mais c'est l'État, c'est le ministère des Finances et ainsi de suite. Donc le système, l'environnement du système, l'environnement exogène du système va donc représenter ces différents acteurs, ces différents objets dont on va tenir compte des interactions. Donc pour vos projets respectifs, c'est ce qu'il faudrait faire. Il faut identifier quels sont les objets, quels sont les acteurs économiques ou non économiques et qui sont partie prenante dans votre projet. Et c'est comme ça, progressivement, que vous allez avoir votre entreprise, vue en tant que système. Pour la partie endogène, on avait, me semble-t-il, terminé son explication, mais si toutefois il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser. Là, juste rapidement, donc on voit que, à titre de rappel, on voit qu'on a des éléments en input, en entrée, ou des entrants, input. On a des éléments en sortie, les outputs, et on a un système de traitement. Ce qu'on entend par système de traitement, c'est par exemple une filiale, comme on l'a dit. Ça peut être un correspondant, ça peut être un partenaire. En fait, c'est toute entité, physique ou non physique, qui va contribuer à ce qui va devenir de la valeur pour le client. Alors, regardons par exemple le distributeur. Le distributeur, lorsqu'on est dans un cadre de B2B, c'est-à-dire que cette société va créer donc une offre, va avoir une offre, va la produire, et va la mettre à disposition d'un distributeur ou des distributeurs, pour que ces distributeurs la mettent à son tour à disposition d'un autre distributeur ou d'un autre grossiste, ou tout simplement directement à disposition du consommateur ou de l'utilisateur final. Donc vous voyez qu'ici, par exemple, quand on est distributeur, on peut avoir de la distribution en cascade. Ça ne veut pas dire directement le B2B, le B2C. Ce n'est pas uniquement un B. On peut avoir plusieurs B intermédiaires. Donc ça veut dire des entreprises intermédiaires avant que le consommateur n'ait en sa possession son offre, son produit. Alors, avant que le consommateur ne puisse consommer ce que l'entreprise mère ici a produit, à développer. Alors une fois qu'on a dit ça, on comprend tout à fait la difficulté de la distribution à l'échelle internationalisée. Et cette distribution va être faite en fonction de la stratégie de l'entreprise. Une entreprise du type multinational ne va pas donc organiser, ne va pas mettre en œuvre la distribution, ne va pas faire des choix de distributeurs en s'appuyant sur la même stratégie qu'une entreprise qui est mondiale ou internationale. Donc vous voyez que en fonction du type d'entreprise,
la mise en œuvre de la stratégie va être défense, y compris en termes de distribution. Et je rappelle que la distribution, c'est la dernière, c'est la partie aval de la chaîne de la valeur où on trouve la commercialisation plus la vente. Commercialisation plus le service client, sachant que la commercialisation, c'est le marketing et la vente proprement dit. Donc ces distributeurs peuvent être des distributeurs partenaires ou tout simplement des distributeurs non partenaires. Une entreprise peut choisir, identifier, qualifier, voire même développer ses distributeurs quand c'est nécessaire. Dans certains secteurs, on peut développer des distributeurs avec la vision ou avec l'objectif de les acquérir une fois que le marché est développé. Donc le distributeur sert à développer un marché. Et une fois que c'est développé, l'entreprise mère, donc elle lui fait une offre, elle lui fait une sorte de OPA sur le distributeur, il lui rachète l'affaire. Mais elle l'aide à se mettre en place. Donc on n'a pas, au niveau de tous les pays, on n'a pas le même type de distribution. Donc une entreprise internationalisée peut avoir des distributions de nature différente selon le pays. Et selon surtout le volume d'affaires qu'elle est capable, qu'elle fait ou pas dans tel ou tel pays. Alors en général, par rapport au cycle de vie d'un produit, je ne sais pas si je vous l'ai déjà présenté, donc les 4 phases de lancement, croissance, maturité et le déclin. Si je ne l'ai pas encore présenté, on va le faire d'une manière un peu détaillée par la suite, mais on attend qu'on rentre dans la phase le milieu du lancement, de la croissance pour que l'entreprise commence à penser acquérir son distributeur et faire les affaires elle-même. Alors pour ceux qui ont déjà fait du marketing, ils vont me dire oui, mais ça c'est le placement. Donc, il y a la réalisation ou la mise en œuvre d'un des P, des 4 P dans le marketing mix, à savoir le placement, la position de l'entreprise par rapport au client. Au lieu d'avoir un intermédiaire qui est le distributeur, elle l'enlève, c'est elle qui va être distributrice. C'est elle qui va avoir affaire au client. Donc elle s'en rapproche, pour faire simple, de plus en plus du client ou du consommateur. Alors, pour les fournisseurs indépendants, on va avoir des fournisseurs qui sont indépendants, donc ils vont fournir, qu'est-ce qu'ils vont fournir? La matière première, les produits semi-finis, voire même des produits finis. C'est l'entreprise et dans le secteur de la distribution, à ne pas confondre avec le domaine fonctionnel, distribution de la chaîne de la valeur. Ça, je l'ai déjà expliqué au début, j'avais donné des exemples et j'avais dit attention, regardez à chaque fois à quel niveau vous vous situez lorsque vous faites des analyses. Quand je dis la distribution et je suis au niveau sectoriel, au niveau mésoéconomique, ça veut dire que je m'adresse au secteur. Lorsque je dis Carrefour, je pense secteur. Donc, lorsque je dis la chaîne de la valeur de Carrefour, je pense secteur, mais surtout chaîne de valeur microéconomique, parce que la distribution dans ce contexte-là va concerner le marketing, la commercialisation et le service client de Carrefour à déterminer dans le secteur de distribution. Donc vous voyez le terme distribution, il est attribué à tort ou à raison. On peut l'utiliser dans 2 niveaux différents. Donc c'est à nous de savoir à quel niveau on est en train d'analyser l'objet. Si l'analyse est faite comme on le fait dans le cadre de ce cours gestion internationale de la firme, au GE29, le niveau microéconomique. Donc il ne faut pas confondre. Donc si l'entreprise internationalisée ne fait qu'acheter des produits finis et les distribue, donc vous voyez qu'ici l'input va être le produit fini lui-même. Alors la question qu'on va se poser, mais quelle serait ou quelle est la valeur, la contribution de cette entreprise pour ramener l'offre à sa clientèle pour qu'elle devienne une valeur pour cette clientèle? La contribution peut être en termes tout simplement de manière de distribuer. C'est le fameux T que j'avais mis dans le triplet au départ. Le produit ou l'offre, le marché et le T. Donc quand vous allez dans un supermarché,
ben, vous avez une certaine façon on vous distribue les produits ou l'offre d'une certaine façon. On sait que si on veut avoir du pain, il faut aller au fond. Si on veut avoir un briquet, il faut venir vers la caisse. Si on veut avoir des chewing-gums, on peut attendre jusqu'à la caisse pour prendre un paquet de chewing-gum ou des rasoirs. Hein. Donc c'est ça. Et dans les rayons, bon, on prend l'habitude, le rayon pour la vaisselle, le rayon pour les habits, le rayon pour etc. Hein. Donc, et inconsciemment, donc on s'habitue à cette façon de faire. Mais ça, c'est le thé. C'est le thé. C'est toujours le même. D'ailleurs, quand on se retrouve dans des pays à l'étranger, c'est la même enseigne, par exemple Carrefour, quand on n'a pas, une fois qu'on est dedans, on n'a pas l'impression qu'on est dans un pays différent. C'est comme si on est, sauf dans des cas exceptionnels où il y a l'environnement impacte, donc la distribution, l'environnement exogène impacte l'environnement endogène. Par exemple, si vous allez à Dubaï, hein, ben les carrefours, ils sont au sous-sol, hein, parce qu'il fait trop chaud. Hein, donc, voilà, donc vous descendez au sous-sol. Hein. Mais une fois que vous êtes dedans, vous oubliez que vous êtes underground. Si vous allez au Japon, ça va être peut-être avec des niveaux, parce qu'il n'y a pas assez d'espace. Hein. Mais une fois que vous êtes dedans, à l'intérieur, vous oubliez que vous êtes au Japon, vous oubliez que vous êtes à Dubaï, vous oubliez que vous êtes au Brésil. Parce que c'est le même thé, c'est le même concept, c'est les mêmes manières de disposer les produits, c'est le même processus qui sont mis en place. Bon, avec des adaptations, mais en général, c'est les mêmes. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Les ressources technologiques. Ici, les ressources technologiques, ils sont de plus en plus, ils sont très importantes pour certaines entreprises, importantes, voire vitales pour d'autres. Donc, une entreprise du type Uber, une entreprise du type Amazon, une entreprise telle que Facebook, une entreprise telle que eBay ne peuvent pas avoir des ressources technologiques. Parce que sans ça, c'est leur manque. Leur offre, elle est combinée avec, donc, avec la production de ces ressources technologiques. Si Google aujourd'hui a promis qu'elle va former 100 000 Français par an, ce n'est pas pour faire gratuitement, les former en numérique, ce n'est pas parce que c'est une énorme générosité de leur part, c'est parce que tout simplement, ils sont conscients que s'ils ne font pas les gens, il n'y aurait pas de marché. Donc ils aident. C'est comme si on a un partenaire, on l'aide à se développer. Là, on aide les gens à apprendre à consommer tout ce qui est relatif au numérique. Donc les ressources humaines ici, les ressources technologiques, pardon, elles sont très très importantes pour ce type d'entreprise. Par contre, pour une entreprise qui est dans le secteur du BTP, VIG par exemple, c'est bien la technologie, ou les ressources technologiques c'est importante, mais elle achète plus la domotique à l'extérieur. Hein. Mais ce n'est pas vital pour cette entreprise. Hein. Ce n'est pas vital. S'il n'y a pas de technologie de l'information, elles vont continuer à faire des points. Peut-être plus ou moins bien, plus ou moins vite, mais ils vont continuer à les faire. Hein. Parce que c'est son cœur du métier. Donc c'est à vous d'identifier, de qualifier l'objet ou l'intrant ou le système de traitement qui est le plus critique pour votre projet d'entreprise. Ubisoft n'a pas le même système de traitement que Samsung. Pas du tout la même chose. Hein. Alors la concurrence, qui est un acteur exogène, ça peut être une concurrence au niveau local, au niveau national, au niveau international. C'est ce que j'ai mis, il me semble, ici. D'accord. Alors c'est quoi la concurrence au niveau national? Vous pouvez avoir, si je prends encore une fois Carrefour, la concurrence au niveau international, ça va être Walmart. Mais vous pouvez avoir la concurrence nationale, quand vous êtes en France, le concurrent du Carrefour, ça va être Auchan, ça va être Leclerc, ça va être etc. Pour certains produits. Mais dès que vous allez
vous allez en Chine, vous allez avoir Carrefour en face de Walmart, mais vous n'allez pas avoir Leclerc. Donc vous voyez que la tâche d'une entreprise internationalisée devient de plus en plus complexe parce qu'elle va devoir penser et formuler des stratégies, enfin une stratégie globale, mais qui convienne, qui soit applicable d'une manière locale et internationale. Alors qu'elle a affaire à des concurrents de nature différente, avec des objectifs qui sont différents. Prenez Leclerc, son objectif c'est d'être parmi les leaders au niveau national, mais jamais là, ils ont donc exprimé ni l'envie ni le besoin d'aller se développer à l'international. Hein. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, ils ne l'ont jamais fait. Donc vous voyez que les objectifs ne sont pas du tout les mêmes. L'objectif de Carrefour et l'objectif de Leclerc ne sont pas du tout les mêmes. Alors les partenaires, là aussi on peut avoir des partenaires à tous les niveaux, niveau national ou international. Alors un partenaire national, il peut travailler avec vous dans tel ou tel pays, mais il peut, et en particulier dans le pays d'origine de l'entreprise internationalisée en question, mais vous pouvez avoir un partenaire local qui va donc vous suivre. Donc il devient, ou vous faites en sorte pour qu'il devienne international. Vous traitez avec lui que s'il devient international. Je prends l'exemple des entreprises qui vendent des ordinateurs, enfin les constructeurs d'ordinateurs. Les constructeurs d'ordinateurs, ils sont forcés, obligés de se trouver là où il y a leurs clients. Si vous prenez des clients comme Hertz, Total, toutes ces grandes entreprises qui sont internationalisées, si ils ont une offre d'HP, du Hewlett-Packard, ou une offre HPE maintenant, ou de IBM, ou de Lenovo, ou de Dell, ou peu importe le constructeur, il faut que ce constructeur soit un partenaire là où ils sont présents. S'ils sont présents, si l'entreprise Total est présente en Arabie Saoudite, HP a obligation d'être là, sinon elle ne va pas avoir le contrat. Donc ça devient le maillage au niveau international, le maillage de ces partenaires, ou le réseau des partenaires à l'international devient un argument de vente, un avantage compétitif. Donc on va suivre les clients, surtout ce qu'on appelle les major accounts, les comptes importants, ou très importants. Alors là aussi, ça dépend des activités. Si vous prenez le CEA, qui font du nucléaire, c'est un major account, mais il ne va pas se déplacer. Donc même s'il va aider les autres pays à faire des centrales nucléaires, mais il ne va pas se déplacer. Donc on n'a pas besoin d'être présent là où il est. Donc on va lui offrir le service à Saclay, donc en France, là où ils sont présents. Mais des acteurs tels que dans ceux que j'ai cités, Total ou autres, BP ou d'autres, donc ils sont présents dans le monde entier, donc vous êtes obligé de les suivre. Sinon, ils ne vous achètent pas votre solution, parce qu'ils achètent une solution globale et internationalisée. Alors, les investissements financiers, ça c'est assez intéressant aussi pour les entreprises internationalisées parce qu'ils vont aller chercher les investisseurs là où ils sont les moins chers. Par exemple, en termes de banque, lorsqu'ils contractent un crédit, ils vont aller les contracter dans des pays où les taux de crédit sont les moins chers. Donc, ce qui veut dire qu'on a besoin d'avoir une stratégie en termes de financement de l'entreprise qui soit la plus optimale possible. On contracte un crédit à un endroit où on utilise ce crédit pour développer un autre endroit par le biais des filiales. Donc et là, la forme de l'entreprise devient la forme ou la catégorie devient déterminante pour cela. Si vous êtes une entreprise de type international mondial, il y a une espèce de centralisation du cœur de votre activité, une décentralisation ou une répartition, une distribution de pratiquement que de ce qui va vous permettre de vendre.
Alors que lorsque vous êtes une multinationale, ou une transnationale, vous pouvez créer donc des réseaux entre les différentes filiales pour qu'ils travaillent entre elles. Et donc là, les flux financiers peuvent circuler d'une filiale à une autre. Bien sûr, dans le cadre de... Et faire en sorte pour chacune des filiales soit gagnante et les encourager à travailler, enfin avoir des stratégies qui permettent à ces différentes filiales de travailler d'une manière win-win, gagnant-gagnant. Alors on va voir par la suite ce que j'ai appelé le cercle de décision, et dans ce cercle de décision, on va voir la stratégie financièrement. Quoi vous dire d'autre? Alors les aspects environnementaux et légaux. Voilà, donc la législation en termes de droit de travail ou droit de commerce en France est différente en Allemagne, laquelle est différente en Italie, laquelle est différente en Espagne, et ainsi de suite. Une entreprise internationalisée a obligation de respecter à chaque fois les directives ou les lois des pays où elle s'installe. Alors, si c'est une entreprise internationalisée et présente aux États-Unis, je vous donne un exemple, d'État à État, il faut qu'elle change, la fiscalité n'est pas la même d'État à État. Donc l'élément le plus apparent, c'est la taxe. Les taxes, quand vous êtes en état de passer d'un État à un autre, et puis les taxes ne sont pas les mêmes. Le taux de la taxe à payer sur le produit n'est pas du tout la même. Donc ça, c'est ce qui est apparent pour nous, ce qui est très palpable, parce que lorsqu'on est aux États-Unis, ça on le voit. Donc une entreprise internationalisée doit donc prendre en considération dans sa stratégie ces aspects-là, le légal, tout ce qui est relatif au droit, quelle que soit la nature du droit de travail, droit de commerce, etc., et de la fiscalité. Et puis l'environnement économique et social. Alors l'environnement économique et social n'est pas du tout le même dans tous les pays, donc on doit en tenir compte. Alors, je ne sais pas si j'ai dit ça, l'entreprise a un client international. HP a ARS comme en international, par exemple. Donc Total est aussi client d'HP, mais au niveau international. Donc les contrats, contrats par exemple de support, lorsqu'ils se signent, ils se signent aux États-Unis, donc au siège, mais pour le monde entier. Et après, ils sont déclinés. Pour décliner au niveau de chaque pays et de chaque région de chaque pays. Donc le Hertz pour HP, c'est un client international. Est-ce qu'il y a des questions concernant donc ce que j'ai commencé à vous dire la semaine dernière et ce que je viens de dire aujourd'hui, avant de poursuivre? Non? Alors, vous voyez cette flèche que j'ai mise ici en rouge, c'est pour expliquer le phénomène de rétroaction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette représentation endogène de ce système, d'accord, il complète la chaîne de la valeur. Donc en dessous, on a la chaîne de la valeur. La chaîne de la valeur, c'est le côté opérationnel. La chaîne de la valeur va être l'opérationnalisation au fait de ça. Par exemple, on achète la matière première, donc on va avoir affaire à la logistique interne pour donc faire le stockage, le conditionnement et tout le reste. Okay. Donc
ici, c'est un phénomène de rétraction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il y a des écarts, qu'ils soient plus positifs ou négatifs, on peut les ajuster et on repart. Donc il y a un phénomène de s'il y a quelque chose qui ne va pas, on revient et puis on fait jusqu'à ce qu'on stabilise et qu'on ait le système qui nous intéresse en fait. Le système qu'on considère le plus optimal et qui est le plus qui va nous permettre d'avoir un meilleur positionnement sur le marché et d'être plus d'améliorer nos chances pour gagner. Alors, je reprends le même donc système global, hein, sauf que là, vous voyez, j'ai mis à l'intérieur, j'ai mis le rouge. C'est pour vous dire que comment les interactions se réalisent. Parce que quand on a présenté, qu'on a défini un système, une des caractéristiques d'un système, c'est l'interaction, les interactions entre les différents éléments. Interaction interne, l'interaction externe et interaction interne-externe. Donc deux éléments à l'intérieur vont interagir. Un élément à l'intérieur va interagir avec un élément à l'extérieur. Et ainsi de suite. Par exemple, l'élément ressources humaines, c'est un élément input. D'accord? C'est un élément de l'input. J'ai besoin des ressources humaines, j'ai besoin de recruter à l'extérieur. Je vais pas tant que la personne qui est capable de me faire les technologies n'est pas, tant la personne que je veux recruter n'est pas à l'intérieur de l'entreprise, c'est-à-dire là, elle est à l'extérieur, donc je dois interagir avec lui d'une certaine façon. Donc de même pour les capitaux, hein. J'ai besoin d'argent, donc j'ai les banques, le banquier, il va me donner le capitaux pour travailler, et ainsi de suite. Donc vous voyez que c'est des interactions. Les interactions, caractérisent le système. Maintenant, la question qu'on peut se poser, mais concrètement, qu'est-ce qui fait que ces interactions se réalisent? Qu'est-ce qui fait que ces interactions se réalisent? Alors, on peut faire des interactions face à face. Hein. Je vais voir le banquier, je discute avec lui, je fais des réunions, je signe le papier. C'est aussi des interactions. Mais, de plus en plus, ces interactions se font à l'aide des technologies de l'information et de la communication. Alors, par exemple, une interaction entre un fournisseur et une entreprise internationalisée en matière d'achat, d'approvisionnement en matière première, procurement. On peut le faire à l'aide de logiciels appelés le EDI. EDI. Et qui a déjà entendu parler de ça? EDI. Échange de data, échange de données informatisées. Ou Electronic Data Interchange. Donc c'est une façon de mettre, pour faire très simple, de connecter les deux systèmes d'information, le système d'information de mon entreprise avec le système d'information de mes fournisseurs. Et j'ai plus besoin de faire des commandes manuelles en fait. Après, c'est les systèmes d'information de mes fournisseurs qui vont surveiller mes stocks et quand ils vont m'alimenter si j'ai des stocks ou pas. Hein. Donc là, c'est en fonction de mon planification de production. Donc je vais être approvisionné à temps pour pouvoir optimiser en ce qui concerne cette fonction ou cette activité d'approvisionnement en matières premières. Donc le rouge, je ne vais pas faire un cours sur les systèmes d'information, mais c'est juste pour vous dire que le rouge traduit cet aspect-là, à chaque fois, traduit ça, les progrès technologiques qui vont me permettre de plus en plus d'automatiser les différentes activités de ma chaîne de valeur pour optimiser ce qui va devenir, optimiser ma façon de contribuer à ce qui va devenir de la valeur. Alors ça peut être en termes de réduction de coûts, de prix de revient, donc de coûts, donc de prix de revient, qui va bénéficier non seulement au consommateur, puisque je vais faire en sorte pour que lui offrir un prix qui est inférieur à celui qu'il va trouver sur le marché, mais je vais aussi en profiter pour mieux rémunérer les gens qui vont me donner leur argent, les actionnaires. Mais encore une fois,
si c'est fait d'une manière scientifique et si c'est fait d'une manière correcte. C'est-à-dire les investissements dans ces technologies, s'ils se font en tenant compte de ce qu'on appelle l'alignement stratégique, c'est-à-dire quand j'achète une solution TIC ou une solution SI, il est aligné avec ma stratégie. Hein. Donc l'investissement des achats, il correspond. Si par exemple je n'ai pas de production, je vais acheter des logiciels ou des logiciels comme de CFAO, GPAO, etc., ben, j'ai tout faux, hein, parce que moi je ne fais pas de production. Il me faut un logiciel, une solution, plus si je fais de la distribution, plus que gestion de la relation client, hein, CRM, hein, gestion de la relation client. Donc l'alignement stratégique consiste à dire ben, je vais investir dans les technologies qui vont me permettre de mettre en œuvre de façon la plus optimale possible ma stratégie. Donc les interactions qui sont ici, donc je n'ai pas mis toutes les interactions, on le verra encore une fois, les interactions dans le cercle des décisions. Là j'ai mis un peu plus d'interactions, il y a beaucoup plus de rouge, soit en trait plein, soit en trait en pointillé, pour montrer l'intensité de l'interaction entre telle ou telle entité. Par exemple, la stratégie financière a moins d'interaction avec la stratégie d'approvisionnement. Et la stratégie d'approvisionnement a plus d'interaction avec la stratégie de vente. Parce que plus on vend, plus on a besoin d'aller acheter de matières premières, produits semi-finis, produits finis, pour honorer les commandes des clients. Alors que le financement, il se fait, c'est pas un ongoing, on va le faire de temps en temps pour financer nos affaires. Hein. Donc il y a, certes, ça impacte la vente, ça impacte l'approvisionnement, mais pas d'une manière continue, pas d'une manière intense. Hein. Et ça, on va le retrouver dans, encore une fois, le cercle de décision. Donc ce rouge et ces rouges, ce sont des interactions qui sont permises et qui deviennent concrètes par les systèmes d'information que les entreprises mettent en place. Si aujourd'hui tout le monde parle en termes tout le monde avance ce terme un peu barbare, hein, transformation digitale, c'est pas pour rien. C'est parce qu'ils se rendent compte que de plus en plus on veut rester dans les affaires, et ben même pour ceux qui résistaient jusqu'à maintenant, ben ils disent voilà, j'y vais, j'aime pas ça, mais je vais le faire. Hein, je vais le faire. C'est-à-dire aller acheter les ordinateurs, les solutions, embaucher des gens, acheter des logiciels ou les développer, et ainsi de suite, à faire avec. Hein. Ça ne se limite pas uniquement à avoir un site web. Hein. Donc c'est le reste aussi qu'on ne voit pas. Alors, comment peut-on faire le lien entre ce que je vous ai présenté ici, c'est-à-dire le système qui est un système quand même qui reste global, d'accord, avec les deux environnements, endogène et exogène, et les éléments qu'on vient d'expliquer, et puis notre fameuse chaîne de la valeur, qui, elle, une représentation des activités, elle inclut les activités de notre entreprise. Donc la question mérite d'être posée. Et ben, comment je passe d'un niveau à comment je passe de là à là, d'une manière concrète. Et en fait, là, on peut s'appuyer sur les travaux qui sont très, très, très anciens. Vous voyez ici, ça date de 1979. Hein, ce qui est assez relativement vieux. Et en fait, j'ai eu cette idée de dire, au lieu de recréer l'eau chaude, d'aller utiliser les travaux de certains scientifiques ou de cliniciens ou de praticiens ou les deux, d'accord, parce que dans le domaine de la science de gestion, les chercheurs sont aussi des praticiens, souvent sont des praticiens. Ça, c'est des consultants, soit des consultants, soit des gens qui travaillent par les entreprises, ne font pas juste de la recherche en management comme ça, hein, à partir des livres. Et donc là, j'ai pris ce travail-là, ici, qui date de 79. Donc c'est une approche systémique de Gaëtan Morin, qui reprend, vous voyez, 78, ça veut dire bien avant la chaîne de valeur de Porter. Donc on peut considérer que Porter s'est inspiré de ces travaux-là pour
proposer quelque chose de beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus centralisé, à savoir la chaîne de la valeur. Parce que la chaîne de la valeur, c'est 81, 82. Donc c'est 3 ans, 2 ans, 3 ans après ça. Okay. Et là, on reconnaît les activités qu'on retrouve dans la chaîne de la valeur. Vous voyez ici, la finance, le personnel, ressources humaines, si on rapproche à la chaîne de la valeur. Le marketing, commercialisation égale marketing. On retrouve la production, la production. On trouve là les achats, les stockages. Vous voyez, là, il ne s'agit pas de la stockage, alors que le porteur, il a dit, tiens, au lieu de mettre le stockage, je vais dire le stockage, le conditionnement et tout le reste. Donc, je mets logistique interne ou logistique externe. D'accord. Les achats. Sans les distinguer encore une fois les achats, je l'appelle moi généraux, et les achats relatifs à ce qui va devenir un produit, c'est-à-dire les approvisionnements, procurement et purchasing. Donc ça, on ne voit pas la différence. Et puis recherche et développement. Et là, relations publiques. Et en fait, là, il y a un aspect de communication qui n'a pas été pris en compte par la communication, le public relation, la communication qui n'a pas été pris en compte par Porter dans sa chaîne de la valeur. Pourquoi? Parce que la chaîne de la valeur de Porter, elle exprime, elle illustre l'aspect opérationnel, pas l'aspect la communication ou le relationnel qu'on met autour de ce qu'on va offrir au client. Ça, il considère que ça se fait en dehors. C'est pour ça qu'on ne le retrouve pas. C'est pour ça qu'il ne l'a pas repris ici. Donc vous voyez, l'idée que j'ai eue, c'est de dire, ok, on prend ces travaux-là, les deux travaux, et on va les mixer et on ajoute. Et la question qui s'était posée, dit, mais comment on va avoir des intersections? Comment vous voyez, ici, on a un système global. Ce système peut être considéré comme composé de plusieurs sous-systèmes. Un sous-système, c'est un système, ça a la même caractéristique. Si je prends mon fournisseur, il a une chaîne de valeur. Donc, mais si je veux l'analyser lui-même, c'est un système global. Comme moi, en tant qu'entreprise, j'ai ma chaîne de la valeur, mais je fais analyser en tant que chaîne de la valeur. Si je prends les deux, parce que j'ai dans les deux, donc mon fournisseur et moi en tant qu'entreprise, donc on forme un autre système. Parce qu'il a besoin de moi et j'ai besoin de lui. Donc vous voyez que les deux, ils sont à l'intérieur, les fournisseurs ou mon entreprise, ils sont dans un sous-système. C'est ça ce que j'appelle un sous-système. Mais avec les mêmes caractéristiques, la complexité, l'ouverture, le dynamisme et qu'est-ce que j'ai oublié d'autre, et la complexité, les 4 caractéristiques. Donc c'est pour ça qu'ici, on va utiliser cette notion de système. On l'a mieux la précision, on dit un système de planification, un système d'organisation, un système de direction et un système de contrôle. Donc, ce qui permet comment dirais-je, de passer du niveau de la réflexion au niveau de la mise en œuvre. Parce que quand je dis ici le système de planification, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais expliquer comment je vais planifier par exemple ma production, comment je vais planifier donc mon marketing, comment je vais planifier mon personnel, comment, etc., etc. De même pour les systèmes d'organisation. Alors, le système d'organisation, ça peut être une organisation matriciale ou une organisation hiérarchisée, et ainsi de suite. Donc, c'est un système. Ou c'est une organisation projet. Donc, on a le projet, on a un responsable de projet, et puis il utilise les différentes ressources. Et on n'a pas un type, enfin, quelqu'un qui est patron, et puis les autres qui font des projets, et à chaque fois, on se réfère à lui. Donc, au lieu que ça soit vertical, il est matricial. Le système de direction, donc qui dirige qui, le comment. Et puis le système de contrôle, on peut contrôler si les choses se passent comme on les avait prévues. Donc ça c'est le sous-système qui forme le système global. Puis ceci va nous permettre d'avoir un système décisionnel qui est décliné du système des valeurs. En d'autres termes, le système des valeurs, qu'est-ce que c'est? On va prendre tout ce qui est contrainte pour nous, tout ce qu'on ne veut pas faire ou tout ce qu'on veut faire. Donc en fait, le système des valeurs va être traduit par la gouvernance de l'entreprise. Je vous avais défini ce qu'est la gouvernance ou pas? Il me semble que oui. Lui, à chaque fois que je lui dis, il me dit non.
Est-ce qu'il y a noté ce que j'ai défini par la gouvernance? Non. La gouvernance. Alors, je le rappelle, alors pour tous ceux qui m'ont fait comme ça, je l'ai déjà défini, mais je le redéfinis. D'accord? Donc, la gouvernance, c'est un ensemble de mécanismes. La gouvernance, d'une manière générale, la gouvernance, c'est un ensemble de mécanismes sur lesquels les différentes parties prenantes se mettent d'accord pour atteindre un objectif commun. Alors ça, c'est une définition qui est assez universelle. Maintenant, si on veut l'appliquer à l'entreprise, on peut dire, tiens, la gouvernance d'entreprise est l'ensemble des mécanismes sur lesquels les différentes parties prenantes se mettent d'accord avec l'objectif de protéger les apports des actionnaires. Alors, c'est qui les parties prenantes? Les stakeholders ou les parties prenantes. Là, vous avez l'actionnaire et les parties prenantes. Vous avez la représentation de ceux qui travaillent, du personnel, et vous avez le management. Donc, ceux qui font l'intermédiaire entre ceux qui ramènent l'argent, les actionnaires, et ceux qui vont utiliser cet argent, ce capital, pour produire quelque chose afin d'offrir une certaine valeur au client, récupérer l'argent avec donc une certaine marge, cette marge qui va, s'il est suffisamment importante, c'est une marge qui génère aussi du profit, qui profite à tout le monde, et les employés et les actionnaires. Donc c'est pour ça qu'on se met d'accord. On dit voilà comment on va le faire, et après, une fois que l'accord est obtenu, tout le monde travaille dans le même sens. Donc on travaille dans le même sens pour réaliser cela. Tout le monde a noté ou c'est la première fois que je vous redéfinis ça? Ouais. Bon, bon. Alors maintenant, cette notion de gouvernance, la gouvernance, on peut parler en termes de gouvernance IT, en termes d'investissement dans les TIC. Donc qu'est-ce que c'est on va la décliner on va la décliner cette définition-là va être appliquée, mais uniquement lorsqu'on va investir dans les technologies ou lorsqu'on va faire quelque chose en rapport avec les technologies. Vous voyez, dans ce cas-là, au lieu de dire le manager, celui qui va être impliqué en tant que partie prenante, ça va être le CIO, le Chief Information Officer, ou en France, on appelle ça le DSI, ou celui qui s'occupe ou le PDG dans certains cas, non, qu'il n'est pas, mais quelqu'un qui connaît ce qu'est la technologie. D'accord? Et puis les autres, ça va être les représentants des employés, mais savent de quoi il s'agit. Mais c'est toujours les investissements, les actionnaires, parce que quand on décide de prendre 10% de chiffre d'affaires pour investir dans les technologies afin d'automatiser telle ou telle activité, c'est quand même les argents des actionnaires. Donc comme on veut le protéger, il faut que cet investissement soit utile. Donc le système de valeurs va être concrétisé par la gouvernance d'entreprise. Cette gouvernance va être une gouvernance internationalisée. On va tenir compte dans la définition et dans la formulation de cette gouvernance tous les aspects qu'on voit au niveau international. Alors par exemple, une entreprise peut décider, enfin ce qui est toujours le cas, en France, vous ne pouvez pas aller prendre un camion d'argent ou je sais pas, une petite camionnette et aller acheter. Vous ne pouvez pas prendre un sac avec beaucoup de billets, donc aller acheter votre voiture, c'est interdit. Parce que vous n'avez pas le droit d'avoir sur vous une certaine somme d'argent liquide, l'argent fiduciaire. Les transactions commerciales, je ne parle pas quand on va acheter le pain, ou acheter le vin ou une bouteille d'eau, etc., ou un kilo de viande, les transactions commerciales en B2B se font tout le temps par monnaie fiduciaire. Vous ne pouvez pas aller acheter, sauf dans certains cas. En B2B, c'est toujours
des écritures comptables ou des virements d'argent ou des chèques, mais pas en fiduciaire. Une entreprise ne va pas ramener de l'argent pour donner l'argent. Donc l'entreprise doit minimiser, ça c'est la bonne gestion des entreprises en France, sinon ils sont attaqués, minimiser la gestion de l'argent, des trésoreries, au minimum. On en a toujours besoin, il faut que ce soit un minimum. La trésorerie, donc l'argent liquide, fiduciaire, elle ne sert pas pour aller acheter, pour aller s'approvisionner en matières premières. Dans certains pays, on demande ils veulent payer en argent liquide. C'est interdit. Voilà. C'est interdit, ça fait partie de. C'est pas parce que c'est interdit par l'environnement, c'est que l'entreprise, elle va décider que c'est une bonne chose de ne pas laisser le fiduciaire. Et donc même pour certains pays c'est la loi, mais pour d'autres c'est pas la loi, mais elle va le généraliser. Donc ça va faire partie de son système de valeurs qui est traduit par le gouvernement. Donc voilà le comment. Donc on va définir un mécanisme d'achat-vente. Voilà, si quelqu'un vient vous acheter quelque chose, voilà comment il doit vous payer. Voilà les différentes possibilités de paiement. Et tout le monde doit se fier à ça et respecter ça. Que ce soit en France, en Arabie Saoudite, au Sénégal, en Afrique du Sud, au Toronto, au Canada, au Brésil, etc. Peu importe le pays. Et puis bien sûr, s'il y a des modifications, on modifie. Donc les modifications peuvent provenir de l'environnement, de l'intérieur. Donc s'ils proviennent de l'intérieur, ils vont impacter un de ces 6 systèmes, et donc le système global, et donc il impacte la gouvernance, et voir les systèmes de valeurs. Donc c'est pour ça que vous avez ici donc le phénomène dont j'ai parlé tout à l'heure de rétroaction. Donc on remonte. On a trouvé quelque chose de mieux, hop, rétroaction, hop, on change. Et ainsi de suite. Alors, maintenant, comment ces interactions se font concrètement? Et bien tout simplement, ils se font. Comment on fait? Je ne sais plus déjà. Ah oui, il faut que je fasse ça comme ça. Voilà, ils se font de cette façon-là. Donc on va mettre le système d'information pour automatiser les différentes activités, les systèmes d'information pour automatiser les différents sous-systèmes. Et in fine, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir une représentation, une sorte de représentation, une image, une représentation en flux informationnel du flux de tout ce qui est physique. Alors dans les cas les plus difficiles, par exemple, des filiales. Des filiales, il y a les filiales physiques, les bâtiments, etc. Donc on peut considérer une technologie de l'information et de la communication, on peut investir dans un intranet. Donc l'intranet va représenter l'organisation. Donc le ici de l'organisation va être un intranet. Donc vous voyez que la représentation, c'est pas tel endroit, tel bâtiment, c'est l'intranet qui fait que c'est une représentation informationnelle. Ici pour le stock, ça va être là une base de données avec un logiciel de gestion de stock. Alors ça peut être lié comme un EDI ou tout simplement qui va interconnecter. Donc les systèmes d'information, donc la partie rouge que j'ai mise tout à l'heure, elle va se traduire par des acquisitions, par des développements, par la conception, développement et l'implémentation des systèmes d'information nécessaires pour que cette interaction se réalise le mieux possible. Donc vous comprenez pourquoi aujourd'hui les entreprises se réveillent pour dire tiens, il nous faut la transformation digitale. Est-ce que vous avez des questions? Oui, je peux poursuivre. Alors le flux décisionnel, et donc là, le système d'information doit être pensé d'une manière globale.
doit être pensé et réfléchi de manière globale. Comment? Alignement stratégique. Donc il y a des méthodes pour le penser d'une manière globale. Un alignement stratégique, ce n'est pas l'objet de ce cours. Si on a un peu de temps, donc je vais vous expliquer un peu ce qu'est l'alignement stratégique, comment on le fait, mais ce n'est pas l'objet de ce cours. Et si on a le temps après, on le fait. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est tout simplement réviser avec vous les 4 types d'entreprises internationalisées dont on a parlé au début beaucoup et que vous êtes en train d'analyser pour vos projets. Donc les entreprises internationalistes se distinguent par 4, comme on l'a dit, 4 organisations, la multinationale, la mondiale, l'internationale et la transnationale, d'accord? Selon donc ces auteurs, Barclay Gauchal, donc il y a un tableau, voilà la référence. Et vous voyez qu'ici c'est une différence de 91 ans. Alors quel est si vous voulez, l'innovation, c'est que bon, moi j'ai utilisé tout ce qui a été fait, qui m'a semblé intéressant en tant qu'outil pour qu'on puisse analyser donc, les entreprises internationalisées et en créer d'autres lorsque j'estime qu'il n'y a pas suffisamment d'outils. Par exemple, le fait de reprendre la chaîne de la valeur et de ne pas se limiter à la représentation de porteurs, c'est-à-dire on a uniquement la chaîne du chaîne de valeur statique. Voilà les activités, et reprendre les activités. Moi, j'ai pensé la mettre sous forme de maillon, pour qu'à un moment donné, le client, utilisateur ou consommateur une valeur, il va falloir que je fasse de la recherche, que je développe cette recherche. Ensuite, il faut que je produise. Ensuite, il faut que je distribue. Donc, je sépare ça sous forme de maillons. 3 maillons. Et bien sûr, il y a la marge. Pourquoi? Parce que ça me permet de disperser, de disperser l'outil chaîne de la valeur à travers le monde. Parce que ce que je constate, c'est que au niveau internationalisé, l'entreprise, il y a une qui produit à un endroit et qui fait la recherche à un autre endroit, puis il y a une qui va faire la recherche partout, enfin dans 4-5 coins, et puis elle produit dans 3 ou 4 coins, elle distribue dans le monde entier, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que si on pense la chaîne de la valeur de cette façon-là, quand vous allez analyser, vous allez utiliser ces outils-là, ce savoir, cette connaissance et ces outils pour analyser vos entreprises, il suffit de faire un tableau avec recherche et développement, production, distribution et les pays dans lesquels vous avez l'entreprise et mettre des croix. Et donc une fois que vous avez votre tableau, et bien là vous allez voir la forme de l'entreprise internationalisée à laquelle vous avez affaire. En d'autres termes, si vous voyez qu'une entreprise, l'entreprise que vous analysez, elle fait recherche et développement, mettons, dans un seul pays. Et puis la production dans 3 ou 4 autres pays. Et la distribution dans le monde entier, dans une centaine de pays. Il ne faut pas chercher midi à 14h. C'est une entreprise qui est sûrement internationale ou mondiale. Si maintenant, au contraire, vous trouvez que l'entreprise, elle fait recherche et développement dans 25 pays, elle produit dans 40 pays, et puis elle distribue dans le monde entier, ou dans 300 pays. Vous ne cherchez pas midi à 14h, ça ne peut être qu'une entreprise transnationale ou multinationale. Pourquoi? Parce que la définition même de l'entreprise multinationale, c'est une entreprise, comme on l'a déjà dit, mais je le redis, qui saisit les opportunités locales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne va pas sur des marchés avec une offre et fait un push. Elle va à l'écoute des marchés et des besoins. Et en fonction de ce besoin, de cette écoute, elle va donc développer, elle va concevoir et développer une offre qu'elle va vendre. Donc chaque subsidiary, chaque filiale a cette directive, a cet objectif-là. Saisir les opportunités locales. Donc pour saisir les opportunités locales, et les traduire en offres, il faut faire de la recherche et développement. C'est pour ça qu'on va trouver pas mal de laboratoires de recherche pour l'entreprise multinationale ou transnationale. Donc je vous encourage de faire un petit tableau avec
double entrée, 3 lignes, R&D, production, distribution, et puis les payés. Si vous avez beaucoup de payés, vous les regroupez par zone géographique. De toute façon, la technique est toujours la même. Si j'ai beaucoup de produits, je regroupe par nature de produits. Si j'ai beaucoup de payés, je regroupe par géographie, et ainsi de suite. Et j'analyse l'élément le plus important, hein, c'est-à-dire que si une entreprise elle fabrique internationale, elle a trois zones, enfin une centaine d'endroits où elle produit, par exemple, hein, et puis un endroit où elle produit 70%, c'est celui-là. Hein, je vais mettre les zones géographiques et puis je vais mettre l'accent sur cette zone-là. Et essayer de comprendre pourquoi elle a diversifié 30% de sa production. Je peux poursuivre ou vous avez des questions? Alors, quelques exemples ici d'entreprises multinationales. Alors, est-ce que j'ai donné un exemple là? Bon, on va prendre la multinationale. D'abord, on définit on redéfinit parce qu'on l'a déjà fait, sauf que là, vous avez les phrases toutes écrites. Hein, si vous pouvez revenir là-dessus, vous les avez toutes écrites. Donc, l'entreprise internationalisée de type multinational a une configuration des actifs décentralisés et autonomes. Parce que, je vous rappelle que la catégorie ou le type d'entreprise est défini en fonction de ses caractéristiques organisationnelles. Quels sont les caractères organisationnels? D'abord, la configuration de l'actif, le rôle des opérations à l'étranger, et donc le comment on crée la connaissance et comment on la partage ou pas. Ce sont les trois caractéristiques organisationnelles. Donc nous, quand on analyse une entreprise, c'est ça qu'on va voir. On regarde comment l'actif, ce qu'elle possède, est réparti dans le monde. L'actif, ça veut dire une entreprise qui fait de la production, elle a des usines. L'actif, une entreprise qui fait de la recherche et développement, elle a des recherche et développement, des laboratoires de recherche. Une entreprise qui distribue elle-même, elle a un réseau de distribution, donc elle a des shops où elle distribue, par lesquels elle distribue, et ainsi de suite. Et bon, c'est ça l'actif. Le rôle que je fais jouer aux opérations à l'étranger, si j'ai un partenaire, voilà le rôle qu'il va jouer. Il va commercialiser, il va laisser faire le service client, ou il va tout simplement commercialiser, c'est moi qui fais le service client. Ou il va uniquement faire le service client. Si j'ai une filiale, voilà son rôle. Le rôle commercialisation, le rôle de présence, le rôle, ce qu'on a évoqué au début. Est-ce que c'est une filiale de commercialisation? Est-ce que c'est une filiale de production? Et ainsi de suite. C'est ce qu'on a vu dans les différentes étapes d'internationalisation de l'entreprise. Vous vous souvenez? Ben, c'est ça qu'on va regarder. Le rôle qu'on va faire jouer à ces filiales, à ces opérations à l'étranger. Alors quand opération à l'étranger, ça peut être la filiale ou un partenaire. Hein. Dans le cas d'une entreprise multinationale, si j'ai que des filiales, eh ben, le rôle des filiales, ce serait de saisir les opportunités locales. Alors la question qui peut se poser, je dis, mais alors, si c'est les opportunités locales, comment on va les juger, les évaluer? Enfin, c'est tout simplement, ça se fait d'une manière globale. C'est-à-dire, on va dire à toutes les filiales, pour cette année-là, il faut faire plus de 10% de chiffre d'affaires. Mais on ne va pas leur dire comment. Parce que les filiales de la multinationale, elles savent qu'ils doivent saisir les opportunités locales. Qui vendent les patates, les souris, etc. Bon, j'exagère un peu, mais hop, voilà, ils vont saisir les opportunités pour réaliser plus de 10%. Alors ça peut être plus de 10% avec 2% en plus de profit. Donc les objectifs sont réalisés en termes chiffrés, les mêmes pour tout le monde. De manière globale et par subsidiary, par filiale. Mais on ne s'applique pas dans comment ils vont le faire. Alors, bien sûr, si vous avez une filiale dans l'agroalimentaire, elle va pas elle va dans un pays et dire tiens, ils ont besoin des voitures, je vais faire les voitures. Non, on va dans son secteur d'activité. Par contre, si elle voit qu'il y a une opportunité à saisir locale, il y a par exemple une entreprise locale qui va lui permettre de saisir cette opportunité, par exemple un laboratoire de recherche, elle va l'acheter. C'est la filiale qui l'achète pour pouvoir répondre aux besoins locaux.
Donc vous voyez que là, la filiale joue le rôle de saisir l'opportunité. Pour le saisir, il faut les moyens, donc elle achète, elle va acheter, donc elle va acquérir elle-même, la filiale va acquérir. Elle va financer ou faire financer ou cofinancer ou demander des financements. En tout cas, elle peut aussi faire ce genre de choses. Donc il y a une espèce d'autonomie au niveau de la filiale pour réaliser les affaires. Mais à condition de rester bien sûr dans le domaine d'activité. La connaissance développée, la connaissance développée grâce à la recherche-développement, donc elles sont retenues dans chacune des unités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque filiale va développer sa recherche et développement, mais ça lui appartient, c'est ça, il faut le comprendre dans ce sens-là. Pour la multinationale, il ne faut pas le comprendre dans le sens, on va le garder pour nous, on ne va pas le donner aux autres filiales. Il faut le comprendre dans le sens où elle est retenue dans chacune des unités, donc chacune des unités de laboratoire de la filiale en question, mais il y a des possibilités de transfert de connaissances de filiale à filiale moyennant paiement. Pourquoi? Parce que les filiales sont en quelque sorte autonomes, mais il n'y a pas de raison pour qu'une investisse et l'autre bénéficie de l'investissement. Donc c'est pour ça qu'il y a des coûts de transfert de la connaissance. Ils participent. Cofinancement de laboratoire, ils payent pour un brevet, etc. Mais entre filiales, hein. Ce sont des transactions qui se font en interne. Alors un exemple que je donne tout le temps parce qu'il reste valable, c'est Nestlé. Nestlé, c'est une entreprise qui est suisse, hein, comme vous le savez. Le marché suisse, il est très, très restreint et 90%, voire plus de ses affaires sont extérieures. Donc c'est normal que cette entreprise-là, qui est dans tout ce qui est, comment on dit, les beverage, dans tout ce qui est boisson, tout ce qui est, comment on dit pour les bonbons, là, le secteur pas agroalimentaire, les bonbons, chocolat, tout ça, aidez-moi, il y a un terme. Hein? Les confiseries. Hein? Confiserie, mais il y a un autre terme, non? Le secret, mais il y a un autre terme. Confiserie, mais il y a un autre terme. Bon, bref. Bon, vous avez compris, hein, donc là, on va dire la confiserie, mais c'est les... Bon, donc... donc ils vont avoir cette forme de comment dirais-je, ils vont être multinationaux. Enfin, ils sont multinationaux. Alors, vous voyez que recherche et développement... Ah oui, déjà, ça passe vite. Hein. Recherche et développement. Le recherche et développement, vous voyez, dans ce cas-là, on peut penser qu'on se contredit par rapport à ce que Porter nous a apporté. Ce qui est justifie encore plus le fait de considérer la chaîne de valeur en termes de 3 maillons. Plus la marge. Pourquoi? Parce que Porter a considéré que la recherche et développement en tant qu'activité de soutien. L'activité de soutien ne permet pas de ramener de l'argent. C'est une activité qui est soutien pour que les autres activités qui interviennent directement dans ce qui va devenir la valeur pour les clients. Vous vous souvenez de ça? Alors comment ça se fait que ici une entreprise qui saisit des opportunités locales, qui a obligation de faire de la recherche et développement pour pouvoir profiter de ce marché. Donc la recherche et développement ici devient une activité principale. Alors si je veux, vous suivez ou pas? Parce que là je pense qu'on commence, déjà moi je commence à parler plus doucement, mais vous avez vu, hein, le rythme il est moins accéléré, mais par contre elle est intense en termes de contenu. Est-ce que vous suivez? Oui? Donc le fait d'avoir recherche et développement en activité de soutien et utiliser que la chaîne de la valeur ne va pas nous aider pour répondre aux entreprises multinationales. D'où l'idée d'avoir un maillon. Pourquoi? Parce que si j'ai le maillon, je peux penser en termes d'activité de soutien, activité principale. Donc si je l'applique à comment elle s'appelle là, à Nestlé, et bien c'est tout est gagné. Il y a au niveau des headquarters en Suisse, à Genève, ils font la recherche et le développement pour tout le monde.
Mais au niveau de chaque filiale, lorsqu'elle veut saisir une opportunité, fait de la recherche et développement qui va lui permettre de rentrer de l'argent. Donc on va trouver une recherche et développement, on va dire, par filiale, ses besoins, et une recherche par événement qui est activité de soutien pour soutenir toute l'activité. Alors par exemple, lorsqu'on sait pour conserver des bonbons, pour conserver donc des chocolats, etc., il nous faut une molécule. Mais cette molécule-là, elle permet de conserver le chocolat, elle permet de conserver je sais pas moi, la pizza, le riz, que sais-je. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, cette molécule-là va être développée au niveau de... Cette recherche va être faite au niveau de la maison mère. Mais c'est toutes les filières qui vont en profiter. Par contre, si... je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, c'est au Brésil, au Mexique, on veut faire des tacos, ben les tacos, c'est tacos, c'est ça, le Mexique, c'est tacos, tacos. Donc là, ben, voilà, il faut faire une recherche et développement parce que pour le marché mexicain, quoi. Donc peut-être qu'après, essayer de le vendre ailleurs, mais trouver. Mais cette recherche-là, ben, si on ne la fait pas, ben, on ne va pas pouvoir vendre ce que le marché demande. Donc c'est une activité principale. Donc on le trouve en haut et en bas. Alors, on va peut-être faire la pause, hein, et la semaine prochaine, ben, on poursuit. Hein.